Salut, donc je me présente, je m'appelle Pierre, et aujourd'hui on va faire une interview de votre youtubeur préféré, Lior. Donc vous allez voir, on va voir plusieurs trucs, plusieurs sujets super intéressants, et vous trouverez d'ailleurs dans la description les marqueurs temporels pour si vous voulez aller à un sujet bien précis. Donc je précise que cette interview sera divisée en deux parties, tout simplement parce qu'elle est un petit peu longue. Donc vous pouvez voir la première partie et ensuite la deuxième partie. Voilà. Allez, prenez votre café et soyez prêts. C'est parti. Donc salut, c'est parti pour une petite interview. Est-ce que ça va? Écoute, ça va très bien. Alors Est-ce du coup, je vais regarder que... la caméra, hein, pardon, pour bien voir les spectateurs, quoi. Oui, ça va très bien, je te remercie. Et merci de Ah, m'inviter pour ton interview. ah bah, normal, hein. Parce que ça fait, pour recadrer un peu le truc, ça fait un petit moment qu'on parle et tout via Twitter et tout. Et franchement, ouais, je sais pas. En plus, on vient de la même école et tout, on parlera de ça plus tard. Ouais, Donc ça a un peu créé des liens et tout, c'était franchement sympa. ok. Ok, si tu peux un petit peu te présenter ton O- parcours, qu'est-ce que tu as fait de beau dans le monde de l'IT, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ça va aller relativement vite parce que j'ai pas fait grand-chose de terrible, mais je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc moi, je suis un ancien Exar. Je suis la première promotion de l'Exia, c'est-à-dire quand l'école a ouvert, j'ai fait la première année à Aix-en-Provence, sachant que la première en plus était sur Marseille, pas sur Aix. Mais ensuite la deuxième et jusqu'à la fin c'était sur Aix-en-Provence. Donc j'étais dans la toute première, donc on a un peu essuyé les plâtres entre guillemets parce que les programmes n'étaient pas forcément ultra bien ficelés, mais comme on avait de très bons encadrants, finalement c'est super bien passé. Et j'ai fait ça pendant 4 ans, donc j'ai fait l'Exia jusqu'à la quatrième année. Et comme à l'époque sur Marseille, il n'avait pas encore ouvert la cinquième année sur Aix-Marseille, il avait ouvert que à Lyon, et que je voulais pas bouger sur Lyon pour avoir mon Master 2, quoi, pour avoir mon Bac plus 5, je suis parti dans un truc qui a rien à voir, même si je suis resté dans l'informatique, je suis allé faire un Master 2 de génie logiciel en fait, mais à l'université d'Aix-Marseille. Donc là l'ambiance elle change complètement. Pour ceux qui connaissent pas Alexia, j'explique vite fait, hein, tu Ah m'en ouais, veux pas. vas-y. En gros, on est devant l'ordi 24 sur 24 et on n'a pas de prof à proprement parler, on a juste des objectifs d'apprentissage et on essaye d'apprendre par nous-mêmes. Ce qui est une méthode fantastique et je pense la meilleure méthode pour apprendre que ce soit l'informatique ou même autre chose. Alors que le Bac plus 5, ça c'était un vrai plaisir, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordinateur, des grands amphithéâtres, où on s'assoit et où on nous explique tout sans qu'on ait rien à chercher. Alors ça c'était du pain béni quoi, parce que quand on vient de se passer 4 ans à chercher la moindre information qu'on apprend, on l'a cherché pendant 2 heures et puis on l'a analysé puis on l'a trituré, d'avoir des gars qui sont dans l'informatique depuis 30 ans et qui viennent nous expliquer des trucs, voilà c'est gratis quoi, on s'assoit, on écoute. Et ben c'était merveilleux, donc c'était deux expériences complètement différentes et c'est là aussi où j'ai pu voir l'efficacité de Lexia par rapport à l'université entre guillemets sur le plan opérationnel. C'était sur les travaux pratiques, les projets à créer, etc. Là on voyait clairement que dès qu'il fallait avoir un clavier dans les mains et développer, ben moi voilà, j'avais fini, j'avais systématiquement je terminais avant les autres parce que ben j'avais fait ça pendant 4 ans quoi, alors que les autres avaient fait beaucoup de théorie et au moment de la pratique ça déconnait sur pas mal de trucs. Pour ne rien leur enlever à ces autres gens, pour vraiment pas faire le mec désobligeant en termes théoriques, c'est-à-dire sur je sais pas, les théories de compilation, les théories des graphes et des trucs comme ça, c'était des grosses machines. Alors que moi, pour ma part, j'ai même dû me lever, je me rappelle, pendant au 2 ou 3e cours que la prof donnait là-dessus, j'ai dû lui dire je ne comprends rien à ce que vous racontez. Et elle m'a rassuré en me disant mais c'est pas très grave, vous comprendrez au fil de l'eau, mais genre vraiment il y a des trucs incompréhensibles pour moi et qui pour eux coulaient de source. Donc ça veut bien dire que les deux sont complémentaires et qu'il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais c'est des aspects différents qui sont abordés, quoi. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Bah, pour rappeler rapidement aussi, j'ai fait un DUT avant et Mhm. après je suis allé à Alexia. Donc toi, t'es allé on va dire, dans l'enseignement un peu plus classique après du coup. Ouais, juste pour ma cinquième année. Ok, Juste ok. pour le Master 2, et mais c'était un vrai plaisir, hein. Alors pour le coup, l'ambiance de la fac, c'est complètement autre chose, quoi, hein. C'est la liberté, c'est les jeunes, il y a du monde partout, alors que Lexia, ben on était 10, hein. Alors même si après il y a les classes d'en dessous qui ont rejoint, donc au final on devait être une quarantaine. Mais oui, la fac c'est complètement autre chose, et c'est surtout dans la manière d'aborder l'apprentissage que c'est différent, parce que Ouais, ouais. on ne nous met pas vraiment à contribution. Et par contre, c'est vrai que je pense que quelqu'un qui a allé toute sa vie à la fac, il ne comprend pas vraiment les bienfaits de ce truc où quelqu'un vient gratuitement. Alors quand je dis gratuitement, je parle pas d'argent, je parle juste de on n'a rien à faire. Il vient et il nous explique des trucs.
Et alors, bah pour eux, c'est ça la vie. C'est oui, bah venez et expliquez-nous des trucs. Mais pour moi, j'avais passé 4 ans où ça n'existait pas ça, Ouais, où ouais. je devais tout trouver par moi-même. Et j'étais là, j'étais ébahi quoi. C'était vraiment, les cours étaient fantastiques. Et en plus, sur Marseille, il faut savoir, à l'université d'Aix-Marseille, on a le département d'informatique de l'Umini. C'est là où j'ai été formé pour mon bac+5, et c'est connu dans l'Europe entière. C'est un super département, quoi. Donc on avait en plus des pointures comme Jean-Luc Massa, enfin des gens comme ça. C'est des gens, ça rigole pas quoi. Ça fait 40 ans qu'ils sont là. Ils ont connu l'évolution et l'histoire de l'informatique depuis 40 ans, ils savent exactement où on en est, et c'est vraiment des pointures, quoi. Ouais, ouais, je Donc vois. voilà. Mais du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est justement ce concept d'apprendre par soi-même, ou d'apprendre comment apprendre justement, et après Exactement. on peut se Et débrouiller beaucoup plus facilement dans le monde pro, hein. Enfin à l'école et dans le monde pro après. Mm. Parce que Alors ouais, parce que pour aller, pardon, excuse-moi, vas-y, continue et ouais, je te répondrai là-dessus. ouais, je finis mon idée du coup. Donc en fait, si on vous apporte les trucs tout crus, c'est beaucoup plus compliqué de les retenir en fait. Et là, vous apprenez à chercher par vous-même, et justement, ça va vous permettre de chercher sur Internet, de faire une synthèse, et ensuite d'apprendre et d'appliquer. Alors que si vous avez un truc direct, c'est plus compliqué de retenir en fait, je trouve, vu qu'il n'y a pas de pratique et il n'y a pas de recherche par soi-même. Mm. Donc, En c'est ça fait, le gros point fort, hein. à l'époque, on nous a présenté Lexia pendant les journées, quand c'était. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait un bac ES. Et j'ai demandé à toutes les IUT de la région de me prendre pour un bac+2 en informatique, parce que moi, ça Ouais. fait depuis la troisième que je fais de l'informatique. J'ai commencé en faisant des scripts sur le logiciel MIRC, qui est un logiciel de chat, et on pouvait le personnaliser, entre guillemets, en scriptant dessus. Et j'ai appris comme ça. Et je me suis dit, moi, donc depuis à peu près la troisième, on va dire, ben moi, c'est ok, je veux faire de l'informatique, je veux faire du Ok, développement. ok. Donc j'ai demandé à toutes les UT de la région, qui m'ont refusé à cause de mon niveau en maths. Alors ça, je tenais à le préciser, c'est une grosse, à mon sens, hein, c'est vraiment incompréhensible. En fait, ça se comprend parce que à l'université, il y a l'informatique, c'est mélangé en fait avec les mathématiques, dans le sens où on vous forme à faire éventuellement de l'informatique, de la recherche opérationnelle. Mais en vérité, enfin moi pardon, hein, moi j'ai un bac+5 de développement, de génie logiciel, hein, voilà. J'ai été développeur, j'ai été lead développeur, j'ai géré des projets. Je dirais les mathématiques, personnellement, pardon, hein, mais ok, on s'en sert parce qu'à un moment donné, je fais un logiciel de facturation, je fais de la TVA, je fais des trucs, mais en vrai, on s'en fout. Enfin, Ouais, j'ai pas ouais. compris exactement à quel moment j'étais censé être un gros taré des maths pour faire de l'informatique. Ouais. Alors, Après, c'est un peu l'image que ça renvoie, parce que enfin, domaine scientifique, on dit bon ça va être des maths, quoi. Alors au final, enfin, je te rejoins totalement. Sauf si vous faites vraiment des choses très poussées en sécurité, par exemple. oui, voilà, d'accord, il y Là, a vous des allez avoir besoin applications. d'avoir des notions, je vais pas dire poussées en maths, mais des bonnes notions en maths. Mais si vous faites du Bah, développement, pardon, si vous faites du réseau, de l'infra, du design, ce que vous voulez, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir de niveau de maths. Et c'est ça qui est bah, un peu le paradoxe, c'est que beaucoup dans les écoles d'ingénieurs que vous retrouvez, ils prennent des gens qui viennent de prépa maths. Pas tous, hein, enfin, il y a des gens de la fac aussi et des DUT, mais c'est des places très très limitées. Et ils prennent en majorité les prépa maths. Et au final, dans le monde du travail, on s'aperçoit que ces connaissances, elles ne servent à rien en fait. c'est-à-dire, selon moi, quand tu fais de l'informatique de gestion, les maths, c'est pas du tout une obligation. Et juste, on va y revenir après. Moi, en ce moment, je suis beaucoup dans les reconversions. Un de Ouais. mes meilleurs étudiants, vraiment, hein, en qui j'ai placé le plus d'espoir et qui m'a pas déçu, qui est vraiment, a priori aujourd'hui excellent, c'est un ancien charpentier, quoi. Bah ouais, voilà. Donc, je veux dire, voilà, juste, il est passionné par le machin, il s'est passionné sur le truc, et puis il a avancé, quoi, et ça marche très bien pour lui. Et donc, bref, donc j'ai demandé aux IUT qui m'ont refusé. Alors, il y avait la seule IUT qui m'a accepté, c'est Montpellier. Et donc ça impliquait déménagement, ça impliquait dépenses Ouais. de mes parents, plus boulot à côté pour moi. Enfin c'était un sacré bordel à mettre en place. Mais j'étais chaud, donc je suis allé, j'ai confirmé mon inscription et tout. Et là on entend parler d'une école qui ouvre sur Marseille, Lexia, et donc j'y vais. Et c'est là effectivement qu'ils nous ont expliqué toute la pédagogie. Et en fait je vais pas mentir, hein, on a fait un calcul qui était très simple. C'était combien ça coûtait à mes parents de m'aider à me loger sur Montpellier, de éventuellement m'aider sur d'autres dépenses que je vais avoir, quelles étaient les conditions en gros pour que mon IUT sur Montpellier ça fonctionne, et combien ça coûtait Lexia, où du coup je pouvais vivre chez mes parents, où voilà, et les dépenses étaient mises en commun, parce que en fait je continuais à vivre chez mes parents, quoi, tout simplement. Ouais. Et donc le calcul a été relativement vite fait. Et par rapport au prix de l'année de Lexia et par rapport au prix que ça coûtait de faire tout le déplacement sur Montpellier avec l'appartement, etc. Et sans même parler de ça, c'était que la méthodologie aussi a été intéressante. Et il me semble qu'à l'époque, il nous expliquait que effectivement, on a 3 à 4 fois plus de chances de retenir une information qu'on a recherchée, qu'on a mise en pratique,
que de retenir la même information qu'on nous a tout simplement dit. Voilà, si je te dis 2 plus 2 ça fait 4, bah t'as moins de chances de retenir que si vraiment tu comprends pourquoi 2 plus 2, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça fait 4 et si tu le mets en pratique, quoi. Ouais, bah ouais. Et c'est la clé en fait de l'école Exia, et moi en fait je regretterai jamais parce que c'était vraiment, en fait on apprend à apprendre comme tu dis, et ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Exemple, moi à une époque de ma vie j'avais une passion, c'était, alors c'est complètement délirant hein, vous allez me dire, mais c'était le droit de l'Union Européenne. Complètement con, aucun rapport. Ok. Mais oui, mais tu rentres pas dans le droit de l'Union Européenne comme ça. Tu dois comprendre tu dois analyser, tu dois comprendre. Mais quand tu as acquis un processus de compréhension, d'apprentissage, que ce soit pour de l'informatique, pour de la mécanique ou pour le droit de l'Union Européenne, bah tu fais toujours la même chose. C'est-à-dire que tu vas passer par des phases de recherche des bases, puis tu vas augmenter, et au fur et à mesure tu vas acquérir du savoir là-dessus. Et donc ce que je veux dire c'est que Lexia ça a été magique pour ça, voilà. Et pardon d'avoir digressé. Et encore aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a eu la discussion avec d'anciens potes de Lexia justement sur qu'est-ce que c'est que le niveau de Lexia, où est-ce qu'on peut placer l'école Lexia par rapport à d'autres écoles. Alors moi j'ai pas fait de statistiques ou quoi que ce soit, mais j'ai un collègue donc de Lexia qui lui maintenant est à des postes vraiment d'encadrement et qui a fait passer environ 200 entretiens d'embauche ou qui a eu des échos de 200 entretiens, enfin qui lui a fait 200 et qui a eu encore d'autres échos. Alors il les a passés autant en tant que développeur que en tant que non développeur et aussi en tant que la personne qui recrute. Donc il a vraiment une vision d'ensemble sur tout ce bordel. Ok. Et il a beaucoup de contacts aussi qui sont recruteurs, et de ce qu'il me dit, en fait Lexia, les développeurs de Lexia donnent toujours plus ou moins satisfaction par rapport à d'autres développeurs. Je citerai pas d'autres écoles. Non, mais j'entends beaucoup dire ben voilà, j'ai eu tel gars de telle école, ben ça l'a pas fait, et j'ai eu plusieurs gars même de telle école, ça l'a pas fait. Par contre, sur les XR, on a peu ou prou jamais de plaintes en termes de recrutement, quoi. Parce après moi, ouais bon. Non mais voilà, je fais pas une pub pour Lexia, vois. tu vois. Je fais pas du tout une pub pour Lexia, mais il y a des écoles qui sont meilleures que d'autres. Et en fait, je pense que c'est même pas le point qu'il faut retenir. Je pense que le point qu'il faut retenir, c'est que vous soyez dans une école, pas dans une école, que vous vouliez changer de domaine, comme tu disais, un charpentier qui veut se mettre à l'IT parce que c'est un métier d'avenir, bien sûr. Bah c'est vraiment l'idée d'apprendre par soi-même en ayant les bases quand même. Donc vous avez les bases et vous apprenez par vous-même. Et là, vous allez apprendre super vite et l'évolution, elle va se faire très 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 rapidement. Complètement. C'est vraiment ça qui ressort en fait. C'est que voilà, parce qu'après, faut quand même le dire, c'est quand même des écoles qui sont très chères. C'est vrai. Et bon, ça apprend cette compétence-là, voilà, qui est bon bah voilà, c'est tout. La connaissance, c'est quelque chose qui se paye cher. Mais bon, après, c'est un investissement sur le long terme, quoi. Et ouais, ce qu'il faut bien retenir, c'est apprendre par soi-même, pratiquer par soi-même, savoir chercher les informations. Et une fois que dans votre logique, vous avez acquis ça. J'arrive pas avec ce mot, c'est insupportable. Acquis ça, bah en fait, ouais, vous pouvez l'appliquer, comme tu dis, à plein de domaines. Et c'est ça qu'il faut bien retenir, quoi, je pense. Ouais, bah en fait voilà, je voulais pas que ce soit une pub pour Lexia, c'était plus une pub pour la méthodologie de Lexia, c'est ça que je veux dire, c'est que les gens qui en sortent, sont tout à fait capables ensuite d'être autonomes dans le boulot, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ok. Ouais, du coup, donc pour terminer, une fois que j'ai terminé Lexia, j'ai fait mon bac plus 5, et alors là je suis rentré dans le salariat, dans une société, j'ai été salarié pendant 3 ans, donc de 2009 à 2012. Et ensuite, je me suis lancé en auto-entrepreneur avec un ancien salarié de cette boîte avec qui j'étais parti, en fait, avec qui on a démissionné. Donc, il fallait absolument qu'on trouve des clients parce qu'il n'y avait pas de chômage quand on démissionne. D'ailleurs, je vous conseille ça, ceux qui veulent se lancer, démissionnez. Commencez pas à faire des ruptures conventionnelles parce que sinon, vous allez rester à la maison, vous allez recevoir votre chômage, vous allez rien foutre. Donc, démissionnez pour avoir bien le feu au cul, pour vous dire, il faut payer mon loyer, là, dans 2 semaines, faut que je me bouge. Il y a que ça de vrai, les gars. Il y a que ça. Si vous êtes des vrais, vous faites ça. Non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. Si vous pouvez avoir de bonnes conditions pour lancer votre activité, faites-le. Je plaisante. Mais c'est vrai que du coup, on avait le feu au cul. Donc j'étais freelance comme ça jusqu'en 2013 parce qu'on avait dépassé les seuils de l'auto-entrepreneuriat et donc on a monté une SARL. Qui, d'ailleurs, si tu veux, on peut y revenir, est la pire des raisons pour monter une SARL. Voilà, montez pas une SARL parce que vous avez dépassé des seuils ou je ne sais quoi. C'est vraiment la pire des raisons pour le faire. Mais une fois qu'on a fini cette SARL, en fait, on a eu on s'est rendu compte au bout de environ 3 ans que ça nous convenait plus. Et donc on a simplement cessé cette SARL, on a récupéré nos billes et puis on est parti chacun de son côté et actuellement tout le monde se porte très bien et vous inquiétez pas, on s'entend très bien avec mes anciens associés, c'est nickel. Et moi je m'adonne à ce que je veux faire depuis environ la fin de mon bac plus 2, c'est-à-dire de la formation. Ok, bah développe du coup,
c'est une bonne occasion pour parler justement de la formation que tu proposes par ta chaîne Mhm. et puis aussi tes autres activités à côté qui Ok, permet aussi de vivre de la formation. ouais. Alors, Donc, on vas-y. peut vivre de la formation, ça je vous le dis. Alors, par contre, c'est difficile parce qu'il faut avoir beaucoup de contacts, beaucoup d'écoles qui vont vous, parce que quand on vous, si vous voulez, quand on fait de la formation, vous allez faire 2 jours de formation ici, puis un mois plus tard vous ferez 5 jours de formation ailleurs. Vous voyez, c'est ce genre de choses là. Vous n'avez pas un boulot qui est ultra régulier, et donc il faut absolument multiplier les écoles et les groupes de formation dans lesquels vous pouvez intervenir. Vous pouvez pas être formateur dans un seul groupe. Parce que ça veut dire que vous allez aller bosser. Par exemple, si je travaillais que avec le groupe saisie, par exemple, bah, je travaillerais, par exemple, je sais pas, peut-être 20 jours par an, quoi. J'ai 20 journées d'intervention, peut-être un peu plus, 25 jours par an, et c'est absolument pas suffisant pour vivre. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, il faut avoir plusieurs groupes. Alors maintenant, la chaîne en elle-même. Pour parler de la chaîne YouTube, Ouais. ouvrons ce chapitre-là. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Elle a clairement, on va dire, 2 ou 3 intérêts, cette chaîne. Pourquoi je l'ai fait en tout cas? Alors pour les étudiants, l'intérêt est pas du tout le même que pour moi, vous comprenez bien. Les gens qui vont sur la chaîne n'ont pas les mêmes intérêts que moi. Moi j'ai ouvert cette chaîne premièrement comme un support pédagogique pour les étudiants des formations que j'allais voir. Et en fait, si vous voulez, moi je fais des formations de reconversion, c'est-à-dire que je suis spécialisé dans le fait de former des gens qui ne connaissent rien à l'informatique, qui arrivent en sachant à peine faire des copier, des coller et se servir d'un navigateur. Ah oui, Et d'accord. Ah oui, c'est oui, vraiment un niveau extrêmement débutant. c'est le plus débutant que tu puisses avoir. Ok. Alors bien sûr, il y a quand même un minimum de sélection, c'est-à-dire qu'en théorie, on essaye de pas avoir d'étudiants qui ne savent vraiment pas se servir d'un ordinateur parce que ça veut dire qu'il faudrait au moins 2 ou 3 jours pour leur faire comprendre, mais voilà, un fichier c'est ça, copier, coller c'est comme ça. Donc on essaie quand même qu'il y ait un minimum, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un navigateur, qu'est-ce que c'est qu'un site internet, ce genre de trucs. Mais par contre, ne connaissent absolument pas le code. Ok. Ah, Donc, c'est super intéressant justement parce que bon moi aussi vu que j'étais dans les écoles et tout, je fréquentais des gens qui sortaient des écoles, mais j'avais pas cette notion de personnes qui voulaient vraiment se reconvertir. Et franchement, vu les métiers qui commencent à disparaître avec l'IA, qui vont s'accélérer, là j'ai vu qu'ils allaient faire les médecins en Chine et tout, ils sont déjà quasiment ils sont dépassés et tout, donc il y a progressivement des métiers qui vont s'enlever et l'informatique va prendre une grosse place et du coup c'est l'avenir. Et ouais, je pense que vraiment les formations où les personnes vont se reconvertir, c'est clairement un créneau à prendre quoi. ah bah en tout cas, c'est sûr que c'est en Parce pleine que expansion. C'est-à-dire que tu vas voir beaucoup d'écoles qui ont été créées depuis environ 2012-2014. Et ça continue à se créer, et il y a même des formations AFPA, des trucs comme ça. Alors, les formats changent, les programmes sont à peu près aussi les mêmes. Hein. La plupart du temps, enfin moi en tout cas, je travaille pour au moins 2 groupes qui font de la reconversion sur le développement web. Ils ont misé sur le développement web, pas forcément sur le développement logiciel. D'ailleurs, ok. pas du tout sur le développement logiciel, mais vraiment que le développement. Même si, une fois qu'on s'est développé un site web, bon voilà, on se forme un peu et en 2 mois, on comprend comment ça marche, une application logicielle qui s'installe en client lourd, etc. Mais moi, voilà, nous, c'est spécialisé sur le développement web. Ces formations, elles durent la plupart du temps 3 à 6 mois. Le problème, c'est que, alors, c'est pas un mensonge, disons plutôt, j'appellerais ça une espèce d'incentive marketing. On vous dit, vous transformez en développeur web en 3 mois. Évidemment, je veux dire, toi-même, Pierre, t'es développeur, tu comprends très bien que non. Tu seras développeur quand t'auras bossé un peu le sujet. Mais par contre, ce qu'on assure, et ça par contre c'est une garantie qu'on donne, c'est qu'en 3 mois, vous avez une formation ultra intensive où, faut dire, ce genre de truc, vous l'aurez appris tout seul en 2 ans, quoi. D'ailleurs, le diplôme qui est donné, c'est une certification qui est la plupart du temps reconnue par l'État, par le ministère du Travail, comme équivalent à un bac+2. Parce que tu sors de là en étant au niveau, entre guillemets, d'un analyste programmeur. Bien sûr, il te manque de la pratique, c'est évident. Il te manque des cas pratiques, il te manque un peu d'adaptabilité, on va dire, d'adaptation. Mais globalement, t'as chopé la quasi-totalité de la logique du métier, quoi. Alors le problème, c'est qu'évidemment, tu as chopé une logique, voilà, c'est quoi des variables, c'est quoi des fonctions, comment je vais organiser mon projet, etc. Mais il te manque plein de billes. Si tu veux, par exemple, dans ces 3 mois, on peut pas te faire du React, on peut pas te faire du Ouais, Angular. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, Juste pour rebondir sur ça, c'est justement l'idée vas-y, ouais. de la chaîne LITM que je mets en place là. C'est justement les concepts de base que tu viens d'évoquer, fonctions, même je dirais des trucs plus larges, hein, des API, qu'est-ce que c'est une API, ce genre de Bien trucs, sûr. qui sont vraiment Les la base. objets, la Et programmation orientée ensuite, objet, voilà, ouais. ensuite il faut soit vous vous spécialisez dans un domaine, ce qui peut être vraiment intéressant, et si jamais, imaginons que ce domaine il coule, enfin, il est obsolète, vous partez sur un autre parce que de toute façon vous avez toujours en gros, imaginez que c'est un arbre
et que vous avez la base. Donc du coup, vous pouvez faire une branche, et si la branche elle casse, on va dire, vous pouvez repartir sur une autre techno beaucoup plus facilement, parce que vous avez toute la base de l'info, quoi. Enfin de l'info, Tout à fait. du développement ou de l'infra ou etc. Et Mais du coup, ouais, super, c'est vraiment super intéressant, quoi. Après, c'est sûr que si vous vous lancez comme ça à l'arrache, bah vous allez peut-être commencer par des sujets très très précis, et au final, bah c'est beaucoup plus compliqué de revenir ou de bien comprendre le sujet précis, tout ça. c'est ça. Donc le problème, si tu veux, il est là le premier intérêt de ma chaîne. Pourquoi j'ai ouvert cette chaîne? C'est pour, en fait, si tu veux, je voulais avoir une chaîne sur laquelle les étudiants qui ont fini leurs 3 mois Ouais. puissent retourner pour soit apprendre de nouvelles choses, soit revoir des notions. Par exemple, voilà, écrire un code clair avec des noms de variables qui soient pertinents. Comment bien organiser son truc, tu vois. Alors, c'est pas forcément que des trucs qui sont plus poussés que ce qu'on voit dans les 3 mois, parce qu'il y a des fois des trucs qui sont vraiment du b.a.-ba, tu vois. Mais c'était surtout pour les gens qui ont fini ces 3 mois et qui avaient besoin d'autres ressources, ou même pour les gens qui sont pendant ces 3 mois et où j'ai une notion que j'aimerais bien qu'ils connaissent, mais on n'a pas le temps dans le programme de l'aborder, donc je leur dis les gars, allez voir ma chaîne YouTube ce soir, Ouais. comme ça demain quand vous revenez, vous avez cette notion-là. Ouais, cool. Par exemple, j'aborde beaucoup, j'ai fait une vidéo sur les data attributes, tu sais, les attributs de données en HTML. Ouais. Bah ça m'aide parce que si tu veux, c'est pas dans le programme en tant que tel. Donc je peux tout à fait dire, les gars, demain, il y a une notion qu'on va utiliser dans notre logiciel et que j'ai pas le temps de vous apprendre. Ce soir, allez voir la vidéo, elle dure 8-12 minutes, j'en sais rien. Et vous allez comprendre de quoi je vous parle. Ouais, Donc ça c'était le premier intérêt de ma chaîne YouTube. Maintenant, qu'on soit bien clair, moi je suis transparent, il y a un deuxième intérêt, c'est que je voulais avoir une communauté de viewers, quoi, de spectateurs entre guillemets, okay. qui aiment le sujet et à qui je pourrais à terme faire passer des programmes de formation qui soient eux rémunérateurs pour moi. Donc Okay. je m'en cache absolument pas. Il est là aussi le but, c'est de drainer à moi une certaine communauté de gens à qui je pourrais, si ça bien sûr personne n'est forcé, hein, c'est si ça vous intéresse, à qui je pourrais ensuite vendre des formations en ligne. Parce que si tu veux que mon projet à moi, il est à un moment donné de déconnecter le temps de travail des revenus. Parce que sinon je suis condamné à vivre ma vie avec en gros mon salaire actuel, tu vois, qui est confortable, tu vois, mais c'est pas non plus ouf. Je pourrais gagner plus en allant bosser dans une boîte. Donc Okay. mon but à moi, il est aussi dans cette expérience-là. Mon deuxième but, autre que avoir de la pédagogie, aider des étudiants et leur faire apprendre des choses, c'est aussi d'avoir une certaine communauté de viewers qui, s'ils sont intéressés, évidemment, on force personne, encore une fois, Oui. peuvent aussi tirer des formations beaucoup plus poussées sur certains sujets. Là, en ce moment, je suis en train de créer une formation Symfony. Parce que j'ai fait des vidéos sur Symfony, j'ai vu qu'il y avait un retentissement, mais j'ai surtout vu que les étudiants, ils en demandaient plus. Et je peux pas faire plus comme ça prend énormément de temps, quoi. Donc je peux pas faire plus tout simplement comme ça sur le temps de vie de famille et tout ça. Il faut que quelque part je m'y retrouve aussi. Donc il y a ce deuxième aspect qui est là aussi, qui est le fait de forger une communauté et d'avoir ensuite des possibilités donc de faire connaître des formations rémunérées que je donnerai en ligne, quoi. Ouais, Alors quelle plateforme Ouais, ben en fait quelque part, au final, je peux aussi dire que je me suis vachement inspiré de ce que fait Anthony finalement, parce que quelque part, moi Anthony, je le suis depuis ses premières vidéos. C'est-à-dire, je le regardais au début comme un étudiant, quoi. Ouais. Pour Et en fait, c'est Anthony Vel, quoi. J'arrive jamais à prononcer son nom, putain, je suis désolé. Ouais, bah c'est un si tu regardes W, la mais ça vidéo, se dit Vel, quoi. J'ai trop du mal. Mais je t'assure, hein, on peut prendre l'historique. Je crois que j'ai des commentaires sur ses toutes premières vidéos en mode, putain, bah c'est bien, continue mon gars. Parce qu'en plus, comment je suis tombé sur sa chaîne? Parce que moi je me mettais aux formations, je commençais mon activité de reconversion, de formation, et je vois là un gars qui est dans ce cas-là, et donc je regarde ses vidéos et je me dis putain, il est cool ce gars, il marche bien et tout. Et en fait, il est devenu plutôt du coup une inspiration aujourd'hui parce que son modèle est celui que je voulais suivre et que je vais suivre. C'est-à-dire qu'il a une communauté qu'il appelle les hardcoders. Alors moi je vais sûrement pas suivre le modèle par abonnement parce que je sais pas, Anto du coup lui il en a fait sa vie, quoi. C'est-à-dire que il bosse chaque semaine sur des nouvelles formations, il envoie. Moi je pourrais pas faire ça parce que j'ai pas enfin lui il donne vraiment son temps pour ça et c'est super cool hein, ce qu'il fait. Ouais. Donc je suivrai pas son. C'est que faire des vidéos, enfin trouver les vidéos et bien les expliquer, faire les montages, faire tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ah ouais, c'est un boulot, surtout les gars. Si on veut faire vraiment de la qualité assez régulièrement. Et ouais, pour revenir là, vous pourrez aller voir l'interview, je vous la mettrai en description. Mais l'interview, il dit qu'en gros, en septembre, il va reprendre 5 vidéos par semaine.
Bah, c'est son boulot à temps. Juste Là, pour le enfin, YouTube, et franchement, moi, je pense que admirable, quoi. c'est pratiquement du temps plein, Faut quoi. y aller, quoi. Ouais, faut y aller, ouais. Faut vraiment, ouais. Du coup, je partirais peut-être pas sur ce modèle-là, parce que bon, malgré tout, moi, j'aime aussi énormément le présentiel. J'adore être auprès de mes étudiants et travailler avec eux, tu vois. Donc, je pourrais pas partir sur un modèle où je resterais à faire des vidéos tout le temps, même si tu vois, je suis même admiratif, quoi. C'est super, c'est hyper cool ce qu'il fait. Donc, j'aurais peut-être pas le même modèle, mais par contre, il m'a inspiré sur ce côté-là, avoir une communauté et du coup, réussir à leur fournir finalement des formations de plus haut niveau. Okay. Mais qui, comme elles prennent plus de temps à faire, peuvent pas être gratuites forcément entièrement sur YouTube et doivent du coup être un minimum rémunérées. Et ça, c'était le deuxième intérêt de cette chaîne YouTube. Donc dès que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais ces deux intérêts en tête. Et elle a été designée spécialement, entre guillemets, pour ces deux intérêts. Apporter du savoir gratuit et en toute liberté à mes étudiants et même à des étudiants du monde entier, parce que j'ai des abonnés là, quand tu regardes les analytics de YouTube, c'est incroyable, hein, j'ai des gens tu vois, de tout pays du monde. Ouais. Okay. Ouais, mais c'est vraiment délirant, quoi. Et en fait, c'est des francophones, forcément. Et en même temps, d'un autre côté, j'avais dès le départ en tête ce côté, il faut que je me forge une espèce de réputation, donc une espèce de, voilà, qu'on me connaisse. Parce que sinon, j'ai beau faire des formations payantes, personne ne les prendra jamais. Donc il faut que je prouve que je suis pédagogue, il faut que je prouve que je fais des bonnes formations, et que j'ai une audience avant de pouvoir même lancer ce programme. Et là, du coup, vers septembre, octobre, je lancerai ma première formation payante qui sera sur Symfony. Voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai fait, d'où je viens et où je vais, quoi. Voilà, là tu sais tout, quoi. Ouais, non mais c'est vraiment, c'est des beaux projets, hein. En plus, enfin, tu dis, tu reviens beaucoup sur les formations payantes et tout, mais de toute façon c'est pas cher, quoi. Enfin, c'est même, je vois des mecs comme Todd Moto ou des gens comme ça qui font des formations, je sais plus ils les vendent combien. Ouais, mais ça les vaut. Quoi. Enfin... Ça les vaut. Todd Moto, mec, les formations elles sont délirantes. Hein. Il est ouf ce mec, hein. Vraiment, il est incroyable. Hein. Ouais, genre, bien sûr. non, mais tu vas payer. Peut-être que si tu prends tout le pack, je pense que t'en as pour au moins 1000 euros, quoi. Ouais, si tu prends, mais 1000 euros, tu prends le TypeScript, ça donne tu prends un machin. métier d'avenir qui est quand même pas mal rémunéré, quoi. Ah ben bien sûr, tu investis 1000 euros dans cette formation pour ensuite peut-être gagner 2000 euros par mois. Donc c'est large. Mais Anthony avait fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur le tabou des prix des formations et tout ça. Ce serait intéressant que peut-être tu la retrouves et tu mettes le lien dans la description pour tous les étudiants qui veulent regarder ça. Bon, de toute façon, nous, vous inquiétez pas. Enfin, moi, je vendrai jamais une formation 1000 euros sur Internet, quoi. Ou alors c'est une formation qui fait 40 heures de vidéo et où je me suis saigné à blanc pour la produire. Quoi. non mais voilà, c'est pour expliquer que, enfin, le retour sur investissement, il est juste, il est pas estimable en fait, quoi. Ah mais complètement, de toute façon, si tu regardes les formations par exemple de Wesboss, je sais pas si tu connais ça Pierre, Wesboss tu le connais Wesboss qui est vraiment, c'est un dieu vivant pour moi quoi, c'est le modèle à suivre en termes de pédagogie etc. T'as des formations qui vont te coûter, par exemple la formation React pour les débutants, elle fait peut-être 120$, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, une fois que tu te l'es bouffé celle-là, si t'as bien compris de quoi il te parlait, t'es opérationnel sur du React, tu le mets sur ton CV. Alors t'es pas obligé de dire que t'es un master React, tu peux dire je connais à peu près React. Mais ça t'ouvre des, c'est-à-dire tu vas dans une entreprise qui recherche des développeurs front avec une compétence React. Évidemment que si t'es face à quelqu'un qui a le même niveau que toi, mais qui connaît React et toi tu le connais pas, t'as moins de chance. Mais après ouais, moi je pense vraiment que c'est les compétences, les entreprises, parce que du coup t'as fait du recrutement peut-être aussi. Non, j'ai pas fait de recrutement et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me manque, c'est que moi, je vais te dire honnêtement, j'ai depuis 2007, parce qu'en fait l'entreprise qui m'avait recruté en 2009, c'était une entreprise qui m'a pris en stage en 2007, en 2008 et en 2009. Donc finalement depuis 2007, moi j'ai pas passé un seul entretien d'embauche. Et donc je suis complètement déconnecté de ces problématiques-là, et c'est quelque chose qui me manque, hein. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment limite faudrait que je cherche fictivement un emploi pour retourner faire des entretiens d'embauche pour voir mais qu'est-ce que demandent les recruteurs aujourd'hui en fait. Parce que j'en sais rien. Et ça c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse quoi, c'est sûr. Bah du coup moi je fais un peu de recrutement. Ouais, vas-y, raconte-moi. Et ouais, donc quand je fais des entretiens, au final, ce que j'essaie de comprendre, c'est même pas les points très techniques, où par exemple je pose des questions, comment on fait tel machin, donc un truc très très précis. C'est même pas ça, c'est j'essaie de voir si la personne elle a compris dans l'ensemble, et si on la met sur une techno qui se ressemble un peu. Par exemple, tu dis React, imaginons qu'elle ait fait que du JavaScript. Et ben vu qu'elle a ces concepts, sa manière de fonctionner, c'est plus la manière de fonctionner qu'on va rechercher en fait. Je suis d'accord. Et ça, si vous arrivez à avoir cette manière de fonctionner qui est très liée à l'informatique, combiné avec un apprentissage même, on va dire, débutant, intermédiaire entre les deux, même débutant, hein, dans une techno,
en React, en JavaScript, en HTML, en CSS, en ce que vous voulez. Mais franchement, vous avez 15 jobs pour vous. Hein. Alors ça, Pierre, Facile, hein. Pierre, moi je veux bien te suivre dans le sens où bah, toi, t'es un étudiant de Lexia, enfin un ancien, t'as pris en compte aussi, et de toute façon t'es opérationnel entre guillemets, c'est-à-dire que t'es un technicien. Et donc tu sais très bien que ce qui est important, c'est pas ta connaissance aujourd'hui, mais plutôt ta capacité à engranger de la connaissance dans les semaines qui viennent. Donc Ouais. évidemment que, moi je dis toujours à mes développeurs, pardon, à mes étudiants, je leur dis toujours, les gars, en entretien, si vous savez pas un truc, n'inventez pas, dites que vous savez pas, Ouais, mais bien précisez tout de suite derrière que vous êtes capable dans 2-3 jours de revenir et de savoir. Bien C'est sûr, ça le bien truc. sûr. Parce que de toute façon, la personne, elle sait que vous dites de la merde. Ah oui, si vous inventez, c'est sûr, elle va le savoir que vous dites de la merde. Et Ouais, même si ouais. vous dites vrai, elle va savoir que vous savez pas pourquoi vous dites vrai. Mais par contre, ça, Pierre, je pense que peut-être tu sous-évalues le nombre d'entretiens de recrutement qui se font avec des non-techniciens. Ouais, bah ouais, mais ça, c'est la. Ouais, mais après, c'est des erreurs de recrutement. Et c'est- après, oui, malheureusement, bah, même si vous êtes pris et. Bah. Ça va pas. Derrière, l'évolution, elle est pas aussi ça, grande, quoi. ça dépendra des entreprises, mais tout Ouais, simplement, ouais, c'est vrai que c'est ce que je vous disais, c'est par rapport à ces fameuses formations de Westboss sur React. Et je disais du coup, ben, quand vous êtes sur un poste qui nécessite une connaissance React et que vous l'avez pas, et qu'en face de vous il y a un mec de même niveau que vous, mais qui a juste une introduction à React et qui l'a marqué sur son CV, ben malheureusement dans certains entretiens d'embauche, même si vous êtes le plus passionné, et même si si on vous laissait 3-4 jours, vous regarderez des tutoriels, des vidéos, et vous sauriez faire du React, au minimum, hein, je veux dire, et même si l'autre est naze, mais par contre il a écrit sur son CV que c'est faire du React, il y a certains entretiens d'embauche où ce gars-là aura plus de chances que vous, et Ouais, bien sûr. Voilà, c'est particulièrement carrément de la dommage. psychologie d'entretien, tout ça. Ouais, mais c'est là où malgré tout, pouvoir se payer des formations, pouvoir se dire ok je vais faire des tutoriels, je vais m'introduire à certains trucs et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour un entretien d'embauche, ben ça peut aussi le faire. C'est juste ça que je voulais dire. Après évidemment dans l'idéal, il suffit de démontrer que vous êtes passionné et que quelle que soit la techno, même si vous la connaissez pas, vous la connaîtrez. Et là du coup normalement théoriquement le mec qui vous recrute il doit être content, c'est là-dessus qu'il doit compter. Ouais. Bien sûr. Parce que de toute façon on s'en fout finalement de ce que vous connaissez aujourd'hui, dans 3 ans ça n'existera plus les Ouais, gars. bah ouais. Donc il faut par contre Bah il faut ouais, qu'on ouais, c'est sache ça. que ce qu'il y a dans 3 ans, vous saurez le faire. Même si ça n'existe pas encore, il faut qu'on sache que vous serez capable de l'apprendre. Et ça, c'est inestimable, quoi. Il faut la passion et il faut la méthodologie, quoi. Et ouais, c'est une façon de Ouais. penser. Hein. Complètement. Et puis, bah voilà, une fois que vous l'avez, encore une fois, c'est des métiers d'avenir, tout ça, donc de toute façon. En tout cas, ça serait super que tous les recruteurs soient comme toi, Pierre, parce que du coup, on aurait vraiment de la ressource humaine informatique qui soit nickel, quoi. Où on prendrait pas forcément sur ce que tu sais faire sur ton CV, mais plutôt sur ta motivation, sur ta passion et sur ta Ouais, c'est méthodologie, sûr. quoi. Mais après, le truc, c'est que, oui, je vois. Mais le truc, c'est que, bah, ça met une barre d'exigence plutôt haute, plutôt très haute même. Tu vois, moi, c'est un peu horrible, mais en vrai, j'ai dû faire, parce que je fais des entretiens avec l'Inde aussi, et j'ai recruté une personne, quoi, tu vois, sur 10, quoi. Tu vois le truc? Ouais, bon après peut-être que les standards que tu attends pour certains niveaux sont différents. Moi je sais pas, hein, je sais pas du tout comment ça marche. J'ai vu que t'as fait une vidéo sur l'Inde où a priori tu louais le fait qu'on puisse bosser jusqu'à pas d'heure. Ouais, non, mais c'est pas ça. Non. Mais ouais, Non, enfin, mais ce écoute, que je veux dire, c'est que plus l'entreprise, elle va être réputée, plus l'exigence, elle va être monstrueuse. Ouais, Si vous bon, passez ça, un entretien chez Google, évidemment, évidemment. ils vont vous demander la façon de procéder. C'est même les tests, d'ailleurs. Peut-être que je ferai une vidéo, d'ailleurs, un coup sur ça. Les tests, Ouais. c'est vraiment de la logique et de la façon de penser. C'est pas du code, quoi. Mhm. Et Ouais, c'est ça tableau prouve blanc, bien le que, whiteboard. voilà, hein. C'est le whiteboard, c'est le tableau blanc chez Google et d'autres boîtes. Ouais, voilà. T'as pas de code, c'est la façon on a une comment situation. vous allez penser. Ouais. C'est juste ça. Parce que là, Bon, on de toute sait très bien façon, que la technique, comme tu dis, dans 3 ans, elle n'existe plus. Hein. les gars, après Google, c'est rigolo, mais genre, je veux dire, c'est presque, enfin, je veux dire, j'allais dire même moi, mais c'est déjà prétentieux. Ouais. Mais je veux dire, je suis à 1000 lieues d'imaginer qu'un jour je pourrais entrer chez Google, tu vois, genre, mais Ouais. c'est fait pour des esprits particulièrement brillants. Je veux dire, nous, on n'est pas brillants, c'est juste que bon, ben voilà, on a appris à coder puis on code, tu vois, genre, enfin moi personnellement, j'ai jamais été premier de la classe, tu vois. Enfin, sauf Alexia où parfois j'ai réussi à être major, ça, c'est évident, mais parce que ça me passionnait. Mais je veux dire, Google, moi, c'est hors de portée. Mais je parle d'entreprises, tu vois, des PME. Là, pour le coup, montrer que vous êtes passionné, montrer que vous êtes autonome, ça a tout l'or du monde, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Bah ouais. Bah même pas que les PME. Hein.
Ouais, ou même des SS2I, des grands sites. Le tout, c'est de montrer voilà, que vous en voulez, que vous êtes autonome, et franchement, ça passera Mais nickel. après, même les entreprises comme Google et tout, c'est sûr que vous n'allez pas faire une formation de 3 mois et aller chez Google. Mais si vous avez toujours la même façon de penser et d'apprendre, peut-être que dans 10 ans, vous y serez. Hein. Ah oui, moi je ne blesse aucun espoir de personne. Non, Hein, mais si c'est vous parce que ça pensez... fait un effet boule de neige, en fait. C'est ça, surtout. Oui, c'est vrai que très vite ça cumule, et puis surtout tu clarifies dans ton Ouais. esprit au fur et à mesure, donc Ouais, clairement. ouais, c'est évident. Mais ouais, super intéressant. Franchement, super intéressant. Voilà, donc j'espère que cette première partie de cette interview vous a plu. Donc si vous voulez voir la deuxième, on vous mettra le lien dans la description et sûrement une fiche là. Vous avez juste à cliquer. Et voilà, donc c'est parti pour la deuxième partie. Allez, à toutes.